Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, pour l'affaire d'aujourd'hui, petit disclaimer, comme d'hab, pour les affaires hispanophones, malgré moi, je vais certainement italianiser les noms et autres, parce que c'est l'italien que je parle couramment. Donc, amis hispanophones, lo siento. Et n'oubliez pas que mon roman sort d'ici peu, à moins qu'il soit déjà sorti entre-temps, mais je pense pas, à mon avis, il va vraiment sortir au mois de janvier, peut-être à la fin du mois de janvier, grand max début février. Il y a eu un petit couac par rapport à la couverture, donc là on est en train de travailler dessus, donc restez branchés. Bref, l'histoire d'aujourd'hui démarre en 2010 à Buenos Aires en Argentine, plus précisément dans le quartier Parque Patricios. Et c'est dans cet endroit défavorisé et marqué par la pauvreté et la violence qu'une série de meurtres brutaux commence à semer la panique. Et l'homme derrière cette vague de sang, Marcello Alejandro Antello, surnommé El Loco Antello, Antello le fou. Son nom deviendra synonyme de peur dans tout le quartier où il agira pendant près d'1 an avant d'être finalement arrêté et traduit en justice. Alors pour vous parler un peu du contexte de cette affaire, Parque Patricios est situé dans la partie sud de Buenos Aires. C'est un quartier de 37 000 habitants très pauvre qui est historiquement lié à la classe ouvrière. Et même si ce quartier porte les stigmates de la précarité et de la violence, il est également connu pour son ambiance populaire, ses espaces verts et son architecture. Il y a d'ailleurs un parc dans le quartier où se retrouvent généralement les habitants puisque c'est un endroit convivial qui permet à tout le monde de se détendre. C'est d'ailleurs le nom du parc, Parque de los Patricios, qui a ensuite donné le nom au quartier. Les habitants font face à plusieurs problématiques à Parque Patricios. Déjà la pauvreté, forcément, les bidonvilles qui sont clairement les habitations principales, on les appelle las villas miserias. Il y a bien sûr le manque d'infrastructures, le manque de services publics et pour finir, mais pas des moindres, le Paco. Le Paco, c'est un dérivé bon marché du crack, c'est un mélange de résidus de cocaïne, de solvants industriels et de morora. Oui, vous avez bien entendu, et cette drogue s'est implantée dans le quartier à partir des années 80 à la suite de la fermeture de plusieurs usines. À ce moment-là, le taux de chômage a explosé, ce qui a occasionné de la pauvreté, de la violence, donc du désespoir, donc de la consommation de drogue. Et la drogue, c'est connu les gars, ça ne produit ni des ingénieurs ni des enfants de cœur, mais de la criminalité et de la violence, beaucoup de violence. Et c'est dans ce décor sombre et cauchemardesque que Marcello Alejandro Antello a grandi. Il est né en mars 1988 à Buenos Aires au sein d'une famille très pauvre et ravagée par l'alcoolisme et la drogue. Son père Alberto est alcoolique et toxicomane, donc autant vous dire qu'il ne travaille pas beaucoup. Sa grand-mère est elle aussi alcoolique et sa mère, que l'on va surnommer Carmen, est extrêmement violente avec lui. Elle le bat quotidiennement. C'est donc sans surprise que Marcello sombre à son tour dans l'alcool. D'ailleurs, très jeune, il quitte l'école et il commence à traîner dans les rues du quartier et en plus de l'alcool, il tombe dans la drogue, le fameux Paco. Le Paco, c'est un produit très addictif, comme je vous l'ai dit, ça fait des ravages dans les quartiers populaires argentins et rapidement Marcello devient dépendant. Et à partir de là, son caractère change radicalement, il devient agressif et ses voisins qui jusque-là l'appréciaient le surnomment El Loco, le fou. Je pense pas me tromper en disant qu'on a tous connu le fou du bus quand on était plus jeune. En tout cas, moi j'en ai déjà connu là où j'ai grandi et effectivement, il s'agissait de jeunes tombés dans la drogue qui devenaient ensuite complètement fous. Et le plus triste, c'est qu'au départ, ces personnes semblaient totalement normales avant de toucher à ça. Bref, Marcello mène une vie de misère, la violence dans la rue, la violence à la maison, et à l'âge de 13 ou 14 ans, sa mère le jette de la maison. Mais Marcello trouve rapidement refuge chez l'un de ses oncles qui vit dans le même quartier. Marcello et son oncle, que l'on va surnommer Carlo, s'entendent bien, donc a priori, il ne risque pas de se retrouver une nouvelle fois à la rue. Manque de chance, quelques mois après son arrivée chez lui, son oncle est tué lors d'une rixe. Marcello se retrouve une nouvelle fois à la rue et sans aucune ressource, mais toujours aussi dépendant du Paco. Il traîne le plus souvent dans les quartiers autour de l'artère Rivadavia. C'est une longue avenue à Buenos Aires, c'est très vivant, c'est très populaire également, donc il y a beaucoup de monde et pas mal de criminalité, ce qui lui permet de trouver plus facilement de la drogue. Et les adolescents errants sont malheureusement nombreux à cet endroit, ce sont des jeunes qui recherchent de la drogue, qui se prostituent également pour certains et qui sont complètement abandonnés par les services publics. À l'âge de 17 ans, Marcello est finalement pris en charge dans un centre de réhabilitation à Buenos Aires afin de soigner sa dépendance à la drogue. Il y séjourne à plusieurs reprises jusqu'à ses 19 ans. Il trouve même une petite copine, Brenda, avec laquelle il emménage. Mais sa dépendance est trop forte. Marcello est obnubilé par le Paco. Donc, impossible de s'insérer socialement et trouver du travail. Et forcément, sa relation avec sa conjointe en pâtit. En 2009, Brenda, qui est enceinte de leur fille, le met à la porte à cause de sa violence et de son addiction. Et Marcello se retrouve
retrouve une nouvelle fois à la rue. Livré à lui-même et toujours aussi accro. Mais un soir, alors qu'il erre dans les rues, il tombe sur une église qui lui ouvre ses portes pour l'aider à se sevrer. La Iglesia Dios Vicente. Marcello est pris en charge, il participe au groupe de prière, il rencontre des personnes qui, comme lui, ont été accros aux drogues dures par le passé. Il organise des activités cultuelles, mais là encore, la dépendance est trop forte. Il abandonne l'église et il retourne dans la rue. Il rejoint des groupes de drogués, il erre dans les rues à la recherche de sa dose. Il se bat souvent, mais le danger ne l'arrête pas, puisque dites-vous qu'au cours d'une fusillade en lien avec des gangs de narcotrafiquants, il reçoit une balle et il perd un rein. Marcello n'a que 20 ans, mais il est tellement accro qu'il ne voit plus le danger. Et il est lui-même sur le point d'en devenir un pour les autres. Le 21 février 2010, aux alentours de 18 h, Jorge Diaz se promène dans le quartier de Flores, quand soudain, un jeune homme se jette sur lui et pointe une arme sur sa tête. Il le menace de tirer s'il ne lui remet pas tout ce qu'il a en sa possession. Jorge lui jure qu'il n'a pas d'argent sur lui, il n'a pas de bijoux, rien. L'assaillant fouille ses poches, il ne trouve rien et il repart, comme si de rien n'était. Jorge continue son chemin, il s'arrête devant un kiosque pour s'acheter un soda. Et là, le jeune homme revient vers lui. Il lui demande son soda, ce que Jorge refuse. Il avait certainement très soif. Et ça a mis en colère le jeune homme, qui lui a tiré une balle dans la jambe et s'est enfui. Grâce aux différents témoignages, Marcello est rapidement interpellé. Il est mis en examen pour tentative de meurtre. Mais il est aussitôt relâché de prison pour une raison totalement inconnue. Et je pense que c'est dû au fait que la victime n'est pas morte. Malheureusement, les prochains n'auront pas cette chance. Le 11 avril, un étudiant en philosophie de 27 ans est retrouvé mort dans un bidonville près de la Rivadavia. Rodrigo Escura était argentin, mais il vivait depuis son adolescence avec son père à Palerme en Italie, et très tôt il est lui aussi tombé dans la toxicomanie. Mais au début de l'année, il avait fait un long séjour au Mexique qui avait impulsé en lui l'envie d'arrêter la drogue. Il est retourné en Argentine, il a repris ses études et il avait même entamé une cure de désintoxication 2 mois plus tôt pour se sortir de son addiction aux drogues dures. Mais la drogue, c'est quelque chose qui est malheureusement très addictif, vous-même vous le savez. Donc le 11 avril 2010, vers 2 h du matin, il s'est rendu seul à Las Bajos. C'est un quartier populaire près de la Rivadavia et c'est certainement pour y acheter de la drogue. Il s'est retrouvé coincé dans une ruelle avec une bande de jeunes, dont Marcello, qui voulait lui voler ses affaires. Rodrigo n'a montré aucune résistance et malgré ça, Marcello lui a tiré une balle dans la poitrine sans aucune hésitation. Après quoi, lui et ses copains ont volé le vélo et le téléphone portable de Rodrigo et ils ont pris la fuite, sans savoir qu'ils avaient été filmés par des passants qui se trouvaient à proximité. Et pour info, afin de vous spoiler un peu, les garçons qui accompagnaient Marcello n'ont jamais pu être identifiés. Le 24 juin, c'est l'un de ses voisins que Marcello attaque violemment. Dario Romero se rendait à pied dans un terrain de foot près de chez lui pour jouer avec des voisins, mais sur le chemin, il a croisé la route de Marcello qui lui a tiré dans la main avec un fusil de chasse sans aucune raison. Les deux hommes n'avaient aucun différend. Marcello s'est ensuite sauvé, mais Dario a déposé plainte, à la suite de quoi Marcello est arrêté, mais il est mis en examen pour agression aggravée, mais quelques semaines après, il est relâché. Et vous verrez que Marcello ne chôme pas dans sa petite épopée criminelle, en tout cas concernant ses victimes connues, puisque dans cette affaire, on n'a malheureusement pas toutes les réponses. Le 8 août, soit quelques semaines après, Marcello se rend chez l'un de ses anciens colocataires pour en découdre. Marcello avait vécu quelques semaines dans un squat de Toxico à Barro Flores, loué par Hector Mancilla, mais Hector l'avait finalement chassé de chez lui à cause de son addiction. Et en sachant que c'était déjà un squat à Toxico, Marcello devait vraiment dépasser quelques limites. Donc Hector l'a dégagé et ça, Marcello l'a mal digéré. Ce soir-là, il frappe chez Hector qui lui ouvre la porte et Marcello lui tire une balle dans la tête, sans aucune hésitation. Puis il repart. Mais il n'en a pas fini. Quelques heures plus tard, il se rend chez un mécanicien du nom de Mario Quiero et il lui tire dessus. Mario devait de l'argent à un ami de Marcello et Marcello voulait récupérer cet argent pour s'acheter de la drogue. Par chance, l'arme de Marcello s'enraye. À ce moment-là, Mario parvient à s'enfermer chez lui et Marcello repart. Quelques jours plus tard, le 15 août, Marcello rejoint 2 amis dans son quartier, Pablo Zaniuk et Marcello Cabrera. Et au cours de la soirée, il leur tire dessus. Puis il repart, comme si de rien n'était. Alors, petit point important pour ceux qui se posent la question, jusque-là, ni la presse ni la police ne s'intéressaient à ces crimes pour la simple et bonne raison que les victimes étaient des personnes pauvres, issues de quartiers très défavorisés. Là, on parle de bidonvilles auxquelles la police n'a pas souvent accès. Mais autant de meurtres en aussi peu de temps, ça commence à faire du bruit. D'autant que depuis quelques mois, la rumeur circule qu'un fou rôde dans les rues et tue des gens au hasard à la tombée de la nuit. Forcément, au bout d'un moment, la police est obligée d'enquêter,
Des agents de police se rendent dans les bidonvilles autour de la Rivadavia, mais au départ, les habitants sont un peu récalcitrants. Ils ont peur de parler. Concrètement, ils craignent les représailles. Il y a énormément de gangs de narcotrafiquants dans le coin qui n'hésitent pas à intimider les habitants qui se plaindraient un peu trop de leur présence. Et quand on parle d'intimidation, les gars, ça peut aller jusqu'au meurtre. Donc autant vous dire que les gens n'ont pas envie de mourir. Logique. Cela dit, les langues se délient au fur et à mesure. Et des habitants évoquent un homme errant, un fou qui a souvent été aperçu près des endroits où ont été commis les crimes. Des témoins affirment même avoir entendu ce fou se vanter d'être l'auteur des crimes. Il aurait dit qu'il leur avait réglé leur compte. Le tueur serait donc quelqu'un du coin. Les enquêteurs continuent de creuser et ils découvrent que le fameux fou dont les témoins parlent n'est nul autre que Marcello Alejandro Antello. Bon, vous le saviez déjà, donc c'est pas une grande surprise. Toujours est-il que les enquêteurs apprennent également que Marcello possède une arme et qu'il se balade avec en toute tranquillité. Bon, ça c'est pas une surprise, il y a beaucoup d'armes qui circulent dans les bidonvilles à cause des gangs de narcotrafiquants, mais disons que pour les enquêteurs, écoutez, ils se disent, voilà, c'est une coïncidence, on dit de lui que c'est effectivement le fou qui pourrait être l'auteur des crimes, et cet homme possède une arme. Alors quel type d'arme, on ne sait pas, mais il en a une, c'est certain. Ils parviennent à le localiser, il traîne souvent dans les quartiers proches de la Rivadavia, et le 28 août 2010, il est finalement arrêté dans le quartier de Flores. Et lors de son interpellation, on retrouve une arme sur lui, un 9 mm, le même calibre utilisé pour tuer les victimes. Et une surprise, il s'agit d'une arme volée à un policier quelques mois plus tôt dans le quartier. Lors de son arrestation, Marcello ne montre aucune émotion, rien. Il est embarqué, il est interrogé et il clame son innocence. Ce n'est pas lui qui a tué ces hommes. Ok. Pourtant, l'arme retrouvée sur lui a été analysée et elle correspond aux douilles retrouvées sur les scènes de crime. Eh bien, en fait, ce n'est pas son arme. Non, elle a été placée là par la police lorsqu'il a été arrêté. Bon, ça, c'est sa première version. Il s'avère que des témoins ont finalement révélé à la police qu'ils ont vu une vidéo dans laquelle Marcello avoue le meurtre de l'étudiant en philosophie, Rodrigo Escura. Et dans cette vidéo, Marcello aurait dit l'avoir tué parce que Rodrigo ne voulait pas lui remettre de la drogue. Marcello est de nouveau interrogé, il est peut-être même un peu froissé, et finalement il passe aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a tué ces hommes, mais ce n'est pas ce qu'on croit. S'il l'a fait, c'est parce qu'il aurait conclu un pacte avec le saint de la mort. San la Muerte ou Seigneur de la Muerte est une figure syncrétique vénérée dans certaines régions d'Amérique latine, notamment en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Il est souvent associé à des pratiques religieuses populaires et marginales qui mêlent des éléments du catholicisme et des croyances indigènes ou ésotériques. Et San la Muerte est particulièrement vénéré par les personnes pauvres qui vivent dans des bidonvilles. Il est considéré comme un protecteur puissant qui est capable d'accorder des faveurs ou de punir. San la Muerte est souvent représenté comme un squelette vêtu d'une cape ou d'un manteau qui tient une faux ou un sablier. Et je pense qu'on a tous déjà vu ce type de symbole dans les films. Bon, jusqu'à présent, je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant on le sait. Pour en revenir à Marcello, il raconte qu'il avait promis à cette entité de tuer une personne par semaine en échange de protection et de prospérité. Quelle prospérité? Je pense que c'est un peu la question qu'on se pose tous, puisqu'il vivait dans l'un des quartiers les plus pauvres de Buenos Aires. Mystère, les gars. Après ses aveux, Marcello est mis en examen pour usage illégal d'une arme à feu et les meurtres de 4 hommes. Rodrigo Escura, Hector Mancilla, Pablo Zaniuk et Marcello Cabrera. Et là, ce n'est que le début, puisque les autorités réalisent qu'il y a une dizaine de meurtres irrésolus perpétrés en 2010 dans le quartier où vivait Marcello et dans les secteurs où il rôdait. Pour la plupart, il s'agissait d'hommes qui semblent avoir été tués sans raison, même si pendant longtemps, on a pensé que leur meurtre était lié au trafic de drogue. Il y a par exemple Santos Valeroso Vargas et Adrián Silva au mois de février. Ce sont 2 voisins à lui tués par arme à feu. Il y a un mendiant du nom de Pablo Villa. Il y a également un jeune homme jamais identifié et surnommé El Diablo, ou encore un dénommé Ezequiel González. Le problème dans ces affaires, c'est qu'il n'y a aucun élément matériel qui permette de les relier aux 4 autres meurtres, donc à Marcello. Cela dit, il semble y avoir un faisceau d'indices suffisant pour le meurtre de son voisin, Santos Valeroso Vargas. Et pendant que les autorités continuent de creuser et de chercher des preuves à charge, la Cour demande un bilan psychologique de Marcello pour savoir s'il est apte à être jugé, puisque jusqu'à présent, en plus d'avoir parlé de cette histoire du sang de la mort, il n'a montré aucun signe d'empathie lors de ses interrogatoires. Plusieurs psychiatres l'ont expertisé et ce qu'il ressort de leur rapport, c'est que Marcello souffre d'un trouble de la personnalité antisociale exacerbé par sa dépendance au Paco. Cependant, il est parfaitement apte à comprendre ses actes
Il peut donc être jugé. Son procès s'ouvre finalement le 6 août 2012 à Buenos Aires. Pour rappel, il est jugé pour détention illégale d'armes à feu et pour les meurtres de 4 hommes. Santos Valeroso Vargas, Rodrigo Escura, Héctor Mancilla, Pablo Zaniuk et Marcelo Cabrera. Les autorités ne sont pas parvenues à trouver suffisamment de preuves contre lui pour les autres meurtres. Soit il n'y avait pas de preuves matérielles, soit il n'y avait aucun témoin oculaire. Toujours est-il que durant le procès, les témoins qui se présentent à la barre ont beaucoup de mal à réitérer leur première déclaration. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est à cause des menaces qu'ils ont reçues. Ces personnes vivent toujours dans le même quartier que celui de Marcelo et ils ont reçu des menaces. Et certains des témoins sont même sous protection policière, pour vous dire. Et lors du procès, à la demande de certains témoins, le juge demande aux membres de la famille de Marcelo de quitter la salle d'audience pendant la déposition des témoins, puisqu'ils avaient peur. Quoi qu'il en soit, devant toutes les preuves matérielles, le 14 septembre 2012, Marcelo Alejandro Antelo est acquitté pour le meurtre de Santos Valeroso Vargas, mais il est reconnu coupable du meurtre des 4 autres hommes. Il est condamné à la prison à perpétuité. Et lors de l'annonce de la sentence et du verdict, il ne réagit pas. Il est resté totalement impassible comme depuis son arrestation. Les familles des victimes, quant à elles, ont pleuré de soulagement après avoir entendu la sentence. Cela dit, comme je vous l'ai déjà fait remarquer, on ne connaît pas précisément le nombre de victimes réelles de Marcelo. Il est soupçonné dans une dizaine d'autres meurtres, mais sans preuve contre lui, impossible de le juger pour ça. Tout de suite après son procès, Marcelo Antelo fait appel au motif que la perpétuité est inconstitutionnelle dans son cas, mais en juin 2014, la Cour de cassation rejette l'appel et confirme la sentence. Fin du débat. Ce qu'il est également important de souligner dans cette histoire, c'est que cette affaire a mis en lumière beaucoup de problèmes systémiques en Argentine. La pauvreté, les inégalités sociales, le manque cruel d'infrastructures dans les quartiers pauvres et bien sûr la propagation des drogues dures dans ces endroits. C'est un véritable fléau pour toutes les sociétés. D'ailleurs, je vous glisse ici une affaire britannique que j'ai traité il y a quelques mois et qui parle de la même problématique. Et ce que ça soulève comme problématique, c'est que sans engagement des pouvoirs publics, il ne sera pas possible d'endiguer ce phénomène qui provoque chaque année des milliers de morts en Argentine de façon directe ou indirecte. Aujourd'hui, Marcelo est toujours en prison, il est incarcéré dans le pénitencier de Rawson et d'après un article très récent que j'ai lu, il a étudié le droit et il a eu un deuxième enfant en 2018. Cela dit, je ne sais pas si c'est avec sa compagne de l'époque. Voilà tout pour l'histoire de Marcelo Alejandro Antelo, celui que l'on surnommait Antelo le Fou et qui a terrorisé un quartier populaire entre février et août 2010. Ah les gars, la drogue et ses ravages. Je vous avoue que pour cette affaire, j'arrive pas à me faire une idée fixe. Est-ce que Marcelo était un serial killer animé par la folie ou est-ce que c'était un toxico qui tuait à cause de sa dépendance? Donc des meurtres d'opportunité, quoi. Je sais pas. Vous faites-moi savoir en espace commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Et ça faisait un bail que j'avais pas fait une affaire de tueur en série. Et celle-là, je la trouvais originale parce qu'on est loin du stéréotype habituel sur les tueurs en série. Et d'ailleurs, je remercie ma pote qui m'a suggéré cette affaire. Elle m'en suggère régulièrement. Wafa, petite dédicace si tu passes par là. Tous les jours, elle m'envoie des petites histoires en fait sur Instagram. Elle me dit tiens, il y a ça, tiens, celle-ci elle est intéressante. Et cette affaire-là, c'est elle qui me l'avait envoyée. Et effectivement, personne ne l'avait traitée. Et je trouvais qu'elle était très intéressante parce qu'au-delà de l'aspect criminel, tueur en série, etc., on se plonge un petit peu dans les problématiques des bidonvilles et des drogues dures. Et je vous avoue que ça, c'est une problématique qui revient dans pas mal d'affaires que je traite. D'ailleurs, récemment, je vous ai traité l'affaire du bébé dans le puits, qui rejoint un peu cette problématique des drogues dures. Enfin bref, écoutez, je vais vous laisser parce que là, je dois aller chercher ma petite sœur parce que elle va se mettre à me faire mes montages en théorie. J'espère qu'elle va tenir le choc. Ça va, elle m'a dit que c'était pas trop compliqué, donc c'est elle qui va me les faire, ce qui va me libérer du temps pour pouvoir vous écrire la suite de mon roman qui n'est pas encore sorti au moment où je vous parle malheureusement, mais qui arrive très prochainement. C'est un coup, il est déjà sorti au moment où je vous parle parce que cette vidéo sort dans 2 semaines. Là, je la tourne, mais elle va sortir dans 2 semaines. Donc peut-être que d'ici 2 semaines, elle sera sortie. Je me le souhaite. Et de toute façon, je vous mettrai en espace commentaire et dans un commentaire épinglé, enfin en espace info plutôt, et dans un commentaire épinglé, le lien pour le commander sur Amazon si vous êtes intéressé. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.